bienvenue dans le débat de France 24. Cette fois, ça y est, Joe Biden n'est plus qu'à un cheveu de la Maison-Blanche. Son élection validée pendant la nuit par le Congrès des États-Unis dans une ambiance surréaliste. Après ces scènes de chaos, le Capitole envahi par des manifestants pro-Trump a dû être évacué l'espace de plusieurs heures. Des images comme on n'en avait jamais vues à Washington. Pour France 2, le récit de Loïc Delamornay. À l'assaut des murs du Capitole. C'est de cette manière qu'a débuté l'après-midi où l'Amérique a vu le temple de sa démocratie vaciller. Un peu plus tôt, lors d'un meeting, et alors que le Congrès va certifier la victoire de Joe Biden, Donald Trump clame une nouvelle fois que l'élection lui a été volée et donne cette consigne à la foule de ses adorateurs. On va marcher jusqu'au Capitole parce que vous ne reprendrez jamais votre pays par la faiblesse. Il faut montrer de la force. Message reçu, les Trumpistes investissent le Capitole, siège du Congrès des États-Unis, un bâtiment sacré pour des générations d'Américains désormais livrés au vandalisme. C'est terrible de voir ça, et j'aimerais vraiment qu'il y ait une autre solution. Mais s'il faut choisir entre se battre pour notre liberté ou devenir un pays socialiste, je choisis le combat. Ce qui se joue à cet instant est du jamais vu dans l'histoire des États-Unis. On entend certains de ces militants tenter d'entrer dans le Capitole à coups de bélier. On les entend frapper sur la porte du Capitole. Un incendie vient d'être allumé. L'Amérique, en plein cœur de sa capitale fédérale, vit des instants inimaginables jusqu'à présent. Ça y est, les militants trumpistes pénètrent à l'intérieur. Les policiers du Congrès n'arrivent pas à les contenir. Panique dans l'hémicycle du Sénat en pleine séance de certification de la victoire de Joe Biden. Les agents du Secret Service tiennent en joue la porte qui va craquer. Les sénateurs et même le vice-président Mike Pence sont évacués en catastrophe. Les Trumpistes ont désormais le champ libre pour des photos en forme de trophée. Celui-là s'installe au bureau de la présidente démocrate de l'Assemblée, Nancy Pelosi. Cet autre coiffe la statue du président Ford de la casquette rouge Trump. Ils laissent derrière eux des bureaux saccagés. Certains militants nous confient ce qu'ils espèrent obtenir avec ce coup de force. J'espère que Joe Biden va aller en prison pour tous ses crimes. Vous pensez que Donald Trump sera encore président le 20 janvier prochain ? Oui, il le sera toujours. Dans ce chaos, au moins 4 personnes seront tuées, selon un décompte de la police, notamment une femme militante. En fin de journée, pressé de toutes parts, et notamment par le président élu Joe Biden, Donald Trump demande du bout des lèvres à ses partisans de se replier. Je sais ce que vous ressentez, mais rentrez pacifiquement chez vous. Après plusieurs heures, les renforts de police reprennent le contrôle du Capitole. Les parlementaires reviendront sous très haute protection, l'épilogue d'une journée folle qui a secoué celle qui se présente souvent comme la plus grande démocratie du monde. Et qu'en restera-t-il justement pour la démocratie américaine ? La transition peut-elle encore être ordonnée, comme a fini par s'y engager au terme de cette nuit folle Donald Trump ? On en débat avec ici même, à mes côtés en plateau, François Durper, historien, spécialiste des États-Unis à l'université Cergy-Pontoise. Merci d'être avec nous. Merci François Raphaël. Durper également avec nous. Jeffrey Hawkins, ancien ambassadeur des États-Unis et chercheur à l'IRIS. Bonjour. Bonjour. Avec nous aussi Paul Shore, maître de conférence en civilisation américaine à l'université Paris 7. Et puis depuis New York, Soufiane Al-Sabag, spécialiste de politique intérieure américaine et du Parti républicain, auteur de La Nouvelle Droite américaine aux éditions Démopolis. Soufiane Al-Sabag, ce communiqué de Donald Trump tombé pendant la nuit américaine dans lequel il s'engage à bien transférer le pouvoir à Biden de manière ordonnée, malgré, il le précise à nouveau, son désaccord avec le résultat de l'élection présidentielle. Vous l'interprétez comment, vous, comme un engagement de sa part ou bien comme la réaction d'un homme dépassé par le mouvement qu'il a lui-même créé ? Ce serait plutôt la seconde option, pour être très honnête. On voit très très bien que Donald Trump n'avait absolument pas conscience de la portée de ses paroles. Pour lui, c'était juste être Trump, essayer de mettre de l'huile sur le feu. Et in fine, ça ferait un petit événement médiatique, une espèce de diffusion, comme il en est extrêmement coutumier depuis 5 ans et demi. Sauf qu'effectivement, on a vu qu'il en était tout autre. Aussitôt que les premières violences ont commencé au Congrès, on est passé dans une autre dimension, totalement impossible de prédire à ce moment-là où les choses auraient pu aller. Et effectivement, on s'en est plutôt bien sorti
puisque ça aurait pu être un vrai coup d'État formel. On ne parle à ce stade que d'insurrection au Capitole, mais il n'en demeure pas moins que c'est un événement tout à fait inédit dans l'histoire politique américaine, et ça va rester comme une balafre terrible pour la démocratie des États-Unis, qui maintenant, ça va avoir des conséquences très concrètes, ne pourra plus se comporter de la même façon sur la scène internationale, ne pourra plus aller donner des leçons à tel ou tel pays, et ne pourra plus effectivement avoir la même position. Et ça, en fait, si c'est bien Donald Trump qui en est le tributaire, eh bien c'est Joe Biden qui va en payer les conséquences, qui lui deviendra bien président dans maintenant 13 jours. Alors ça soulève deux questions, ce que vous venez de dire. Geoffrey Hawkins, d'abord une réaction. Il a pris peur, d'après vous, Donald Trump, quand il a vu les conséquences de ce meeting. Il faut le rappeler quand même qu'il avait lui-même convoqué à quelques encablures du Congrès américain. Ça, c'est de la conjecture, mais moi je dirais que il était d'abord encouragé par le fait de voir ses soutiens massivement attaquer le Congrès. Et puis peut-être petit à petit, il s'est rendu compte qu'ils sont allés un peu trop loin. Pour moi, je dirais que le message qu'il a mis, et surtout cette question de transition pacifique, c'est pas vraiment dans la nature de Donald Trump. Et pour moi, l'hypothèse que moi je favorise, c'est que c'est quelqu'un dans la Maison-Blanche ou plusieurs personnes, Jared Kushner ou autres, qui lui ont fortement conseillé d'apaiser un tout petit peu les tensions, surtout parce qu'il est très isolé politiquement en ce moment. Il avait sous-estimé cet isolement, justement, d'après vous, François Durper. On lui a prêté le calcul un temps d'invoquer l'état d'urgence hier, et donc de bouleverser finalement le bon déroulement du calendrier, non plus électoral, mais de transition aux États-Unis. Est-ce qu'il a pensé sincèrement qu'il pourrait forcer la main, notamment à Mike Pence ? Hier, on parlait beaucoup de Mike Pence. Au moment où on parlait, il n'y avait pas encore ces images et tout ce qui s'ensuit. Peut-être qu'effectivement, il pensait qu'il aurait un peu plus de soutien. Mais il est... Je réfléchissais à la question que vous posez depuis le départ. Et c'est ça, en fait, c'est pour ça que vous trouvez un peu d'hésitation de notre part à répondre. C'est que là, il faudrait peut-être faire une émission qu'avec des psychiatres et se dire, mais oui, qu'est-ce qui se passe dans son cerveau ? Qu'est-ce qui se passe dans son cerveau ? Nous, on est des analystes, alors on fait appel à l'histoire, les autres aux politologues, mais là, on voit des images qu'on n'a pas vues, qu'on ne connaît pas, c'est des images inédites. Joe Biden a utilisé l'adjectif inédit, c'est inédit. Et puis on essaie de faire rentrer des triangles dans des cercles et on essaie de comprendre ça et de ramener ça à une rationalité. Mais Donald Trump, c'est pas une rationalité. À défaut de préméditation, il y avait une organisation hier. Ils étaient nombreux, ces manifestants. Alors là, la question à se poser, c'est autre chose. D'un mot, je pense que pour finir là-dessus, Donald Trump, c'est une énergie. Et d'ailleurs, on lui retire pas ça. C'est une formidable énergie. Mais c'est pas forcément une rationalité. Et donc, c'est pour ça que c'est difficile à comprendre. Mais c'est pour ça qu'il a été élu. Et parce que ces valeurs d'énergie font partie du package du président américain. La deuxième question, c'est la complicité. Comment c'est possible sans complicité ? Quand je parle de complicité, j'utilise pas le mot pour dire il y aurait un complot depuis des semaines avec à l'intérieur de la police du Congrès, tout ça aurait été orchestré. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'à minima, il faut quand même que les gardes du Capitole, quand ils ont vu arriver cette horde de soutien de Donald Trump, se soient dit à un moment donné, ce ne sont pas nos ennemis. On va voir justement les images. Et ça pose la question de la société américaine. Pourquoi les Black Lives Matter sont nos ennemis et pourquoi quand ces gens arrivent autour du Capitole, eh bien, ces gardes du Capitole se disent, il y a une photo que vous avez vue circuler d'un garde du Capitole avec un ces images d'ailleurs, en même temps que vous parlez d'ailleurs, François Durper, elles ont été mises en ligne par un cyberactiviste, John Arabossi, sur le réseau TikTok d'ailleurs que Donald Trump cible de ces fous depuis plusieurs mois. Et vous le voyez bien, les policiers tout simplement ouvrent les barrières aux manifestants. Oui. Et c'est pour ça qu'on peut parler de complicité, parce que ce n'est pas possible autrement. J'ai cité Black Lives Matter, je peux citer la sécurisation du Capitole au moment de l'impeachment. Oui. Impossible d'approcher, parce qu'on voit les photos de la fin, les photos où on casse la fenêtre, mais comment vous vous retrouvez derrière cette fenêtre ? C'est totalement impossible. Donc il y a cette question de la complicité. Vous avez vu que le représentant démocrate qui est en charge de la commission qui finance la police du Capitole a dit qu'il va y avoir beaucoup de chômeurs bientôt.
parce qu'il va y avoir effectivement une enquête qui va régler ce type de choses. Et d'ailleurs, ce qu'on peut dire, c'est que cette complicité et cette complaisance et ce laxisme a entraîné la mort d'une des militantes pro-Trump. Parce que si toute cette population reste à l'extérieur et traitée comme on doit traiter des gens qui viennent s'introduire dans ce bâtiment, no trespassing, on dit souvent aux États-Unis. Toute personne qui effectivement qui s'introduit illégalement dans un lieu peut être effectivement victime d'une. Et vous qui connaissez, vous circulez aux États-Unis, vous allez dans les aéroports, vous savez que quand on ne doit pas dépasser un certain centimètre, vous ne dépassez pas le centimètre. Et là, on est autour du Capitole, c'est-à-dire du premier pouvoir américain. Donc il y a quand même, excusez-moi parce que c'est vrai que j'ai l'habitude de faire des interventions plus structurées, mais on est quand même, stupéfait de ce qui est en train de se passer. Ouais. Paul Shore, comment vous expliquez, vous, que ces manifestants aient pu s'introduire avec une telle facilité justement dans le Saint des Saints, le temple de la démocratie parlementaire américaine? Effectivement, je pense qu'il y a une forme de complaisance de la part de la police parce que sur les réseaux sociaux, ces manifestants avaient annoncé depuis plusieurs semaines qu'ils allaient s'approcher du Capitole. Alors, pas forcément obligé de comprendre qu'ils allaient essayer de rentrer dans le Capitole. Cela dit, apparemment, certains sont venus vraiment équipés pour ça. Et ce qu'il y a aussi, c'est qu'il semble qu'on n'ait pas voulu déployer la garde nationale ou des forces militaires avant pour ne pas donner l'impression qu'on avait recours à l'armée pour une question politique. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est que lorsque la police du Capitole a été débordée, elle a fait appel à la garde nationale du district de Columbia, de Washington, D.C., et Trump a refusé qu'on envoie la garde nationale. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que Trump a été court-circuité apparemment, et c'est Mike Pence qui a pris cette décision d'envoyer des troupes protéger le Capitole. C'est-à-dire qu'il y a une division au sommet de l'État où en fait Mike Pence et des gens dans l'administration de Trump ont décidé sans lui de rétablir l'ordre. Ça pose la question, Soufiane El-Sabag, vous qui connaissez bien le Parti républicain, de la division maintenant au sommet. Le chef des Républicains au Sénat, Mitch McConnell, a martelé à la reprise des débats que le Congrès ne se laisserait pas intimider. On a vu Lindsey Graham, ancien adversaire de Donald Trump aux primaires, avant de devenir l'un de ses plus fidèles finalement au sein du Congrès américain, bien annoncer qu'il cessait d'emboîter le pas au président de manière, il faut bien le dire, aussi un petit peu théâtrale. Et puis le secrétaire au Homeland Security, c'est-à-dire un membre du gouvernement Trump, l'équivalent du ministre de l'Intérieur, qui parle d'une violence inacceptable. Chad Wolf, il appelle Donald Trump à condamner plus fermement ces violences. Le Parti républicain est-il en train de se désolidariser de Donald Trump? Le Parti républicain en tant qu'institution, et là j'en veux pour preuve les élus qu'on a entendus hier, est effectivement en train de se désolidariser de M. Trump. Mais l'important est vraiment ailleurs. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, en janvier 2021, vient de commencer la course à la présidentielle pour 2024. Et tout doit être analysé sous le spectre de la primaire qui va opposer les candidats républicains d'ici maintenant 2 ans. Ça va venir très très vite. Et ce qu'on est en train de voir, c'est effectivement le pari d'élus comme Tom Cotton, par exemple, d'élus comme Lindsey Graham, qui ont suivi mordicus le président pendant maintenant 4 ans, et qui, à la toute dernière minute de son mandat, si vous voulez, sont en train de faire machine arrière parce qu'ils pensent qu'au fond, cet événement est devenu trop grave et qu'il pourrait enrayer la dynamique trumpiste. Je pense que la réalité, en fait, sera tout autre. On voit déjà, selon les premières enquêtes d'opinion qui sortent depuis hier, qu'une majorité de partisans du Parti républicain sont en fait en accord avec les événements qu'on a vus se dérouler hier. Donc c'est absolument stupéfiant. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, Donald Trump a toujours la majorité des soutiens du camp républicain. Et qu'en fait, les élus sont sans doute en train de faire une erreur strictement en termes de dynamique politique et de soutien strict dans la perspective de la primaire. Et ce qu'on risque de voir, c'est effectivement des soutiens qui seront toujours aussi puissants dans 2 ans à la primaire et qui pourraient condamner très fermement l'attitude des élus du parti. Et donc c'est là que, au fond, l'attitude d'autres sénateurs comme Ted Cruz ou Josh Hawley fait absolument sens. Ces gens-là pensent à la primaire, ils savent que le Trumpisme, l'ultra-conservatisme, le nationalisme est vraiment là pour rester. Et in fine, vous allez voir Donald Trump et ses soutiens commencer les attaques très très rapidement
après la fin de son mandat, non seulement contre les démocrates, mais également contre les républicains. Et là, en fait, on ne fait que reprendre la bonne vieille rengaine que Trump a utilisée pour gagner les primaires de 2016. Tout ça est vraiment juste le début d'un nouveau cycle. Oui. Et tout indique que les Trump et les Trumpistes en feront clairement partie. Deux réactions opposées à ce que vous venez de dire, Soufiane El-Sabbagh, sur ce plateau. Jeffrey Hawkins, vous n'êtes pas d'accord. Et en revanche, on va voir ça dans un instant avec, à ma droite, c'est François Durper qui, lui, en revanche, a l'air d'être plutôt cautionné ce que vous dites. C'est la proximité qui fait ça. Je ne suis pas d'accord, au contraire. Mais je pense que c'est très important de voir qu'il y a deux forces politiques en question. D'abord, il y a le parti républicain à proprement parler, ce qu'on pourrait appeler le parti parlementaire, et notamment les sénateurs, mais en moindre mesure les députés. D'autre part, on a les soutiens de Trump. Et ne nous trompons pas, ce ne sont pas forcément des républicains. Ce ne sont pas des militants de partis comme on les voit en France ou en Europe. Ce sont des soutiens de Donald Trump qui votent pratiquement tous républicains, mais qui ne sont pas attachés forcément au parti et qui sont tout à fait prêts à voter contre des républicains qu'ils ne considèrent pas assez fidèles à leur chef. Et c'est intéressant parce que apparemment la police à Washington a trouvé quelques bombes artisanales à Washington hier, entre autres au siège du Parti républicain. Et donc, ce qui veut dire que ces militants-là, ils sont aussi enragés maintenant contre le Parti républicain que contre le Parti démocrate. Et ils emmènent avec eux la majorité des électeurs du Parti républicain. François Durper, d'après vous ? Oui, et c'est pour ça que je suis d'accord avec Soufiane. C'est pas une minorité. C'est une minorité, mais c'est une minorité qui est le sommet d'un iceberg. Et l'iceberg, c'est les 68% de supporters de Donald Trump qui continue à suivre Donald Trump dans cette idée qu'il a gagné l'élection. Alors, il y a tous les autres qui existent aussi, mais il y a les 68%. Ils ne sont pas tous autour du Capitole. Ils n'auraient pas fait tous ce qu'ont fait ceux qui étaient autour du Capitole. Mais ils sont là, ces 68%. Et Eisenhower disait, un homme politique est fort quand des gens croient en lui et croient en ce qu'il dit. Et là, vous avez des gens qui croient en trois choses. Donald Trump a dit « Je préserve l'identité anglo-saxonne » dans un pays qui va devenir un pays à majorité minoritaire en 2050. Il faut le dire avec des pincettes et avec sans caricature. Enrique Tarrio, il est cubain et c'est le chef des Proud Boys. Mais en fait, c'est quand même l'identité anglo-saxonne dont il s'agit. L'homme que vous voyez sur les images, il a les trois triangles. Ces trois triangles, c'est pas un gentil David Roquette. Ces trois triangles, c'est le symbole, c'est le Waknut du dieu Watan, et c'est beaucoup de néo-nazis ont ce symbole-là. Deuxième chose, c'est anti-système. C'est le marais washingtonien, et ça, il l'a développé. Il a été candidat anti-système, tout le monde l'a été, même Obama. Mais là, lui, il a continué à être un président anti-système. Et la troisième chose qui est la plus importante, mais j'irai très rapidement, c'est le complotisme. C'est l'adhésion aux thèses complotistes qui fait qu'aujourd'hui, et ça dépasse les États-Unis, c'est pour ça que ça intéresse tout le monde, on est sur une chaîne internationale, c'est que vous êtes dans un taxi, on commence par vous dire mais vous êtes spécialisé aux États-Unis, vous croyez quand même pas que Joe Biden a gagné, vous êtes sérieux, il a perdu Joe Biden. Et je lui ai dit mais la Terre elle est plate, non mais la Terre elle est incurvée. Et ça c'est tous les jours. Et c'est pas des gens qui sont sots, c'est des gens qui ne croient plus dans les médias, qui ne croient plus, et qui vous disent des choses, et ça, il faut le prendre en compte. Merci François Durper. On reviendra à vous dans un instant, Jeffrey Hawkins, on ira voir Paul Shore également et Soufiane El-Sabbagh. On salue François Durper qui va nous quitter dans un instant. Mathieu Mabin va nous... Si parle trop. Non, on voit ça, on aime toujours écouter bien sûr les analyses de François Durper, mais Mathieu Mabin nous rejoindra depuis Washington. Restez avec nous, on se retrouve dans moins de 2 minutes. France Info et France 24 vous donnent rendez-vous toutes les 2 semaines.
Deuxième partie du débat de France 24 après les heures survenues hier des supporters de Donald Trump qui ont envahi le Congrès des États-Unis, des scènes jamais vues jusqu'alors. On en parle avec toujours à mes côtés Jeffrey Hawkins, ancien ambassadeur des États-Unis et chercheur à l'IRIS, avec également Soufiane El-Sabag, spécialiste de politique intérieure américaine et du Parti républicain, auteur de La Nouvelle Droite américaine aux éditions Démopolis, avec également Paul Shore, maître de conférences en civilisation américaine à l'université de Paris 7, et puis avec Mathieu Mabin, le correspondant de France 24 à Washington, qui a suivi hier, Mathieu, ce qui s'est passé au cœur de la capitale américaine, des scènes surréalistes. Comment réagit-on au lendemain de ces événements ? On a l'impression, nous, outre-Atlantique, que Donald Trump est devenu en quelques heures un paria, y compris pour son propre parti. On a un peu l'impression que les Américains ont inventé le concept de la gueule de bois démocratique, vous me pardonnerez l'expression, mais ce qui est certain, c'est effectivement que le réveil a été brutal, et même je dirais que les Américains qui ont suivi les débats dans l'hémicycle au Capitole hier l'ont fait avec passion, mais également, encore une fois, groggy, surpris, consterné également. Et c'est plutôt une position, cette fois, transpartisane, une position que l'on trouve chez les républicains et les démocrates. Évidemment, les démocrates, bien entendu, mais ce qui est certain, c'est que l'épisode d'hier a jeté un trouble dans le parti républicain et même parmi les plus fidèles supporters de Donald Trump. Alors, il y a un bémol à mettre à ce constat, c'est tout simplement qu'il faut relier cette ambiance générale au sein du parti républicain à la défaite annoncée en Géorgie. C'est-à-dire qu'on a vu hier, durant toute la journée de mercredi, et chez Mike Pence, pour commencer, une posture qui tendait à lâcher progressivement Donald Trump dans son obstination à ne pas reconnaître la victoire de son rival. Mike Pence a été sous pression du président des États-Unis, président à qui il a été loyal pendant toute la durée du mandat, il faut le rappeler, mais cette pression, il n'y a pas cédé, tout simplement. Il a tenu son rôle de président du Sénat, il est resté fidèlement cramponné à la Constitution des États-Unis, et il a rappelé clairement qu'il n'avait pas le pouvoir de s'opposer à la confirmation de Joe Biden en tant que président élu devant le Sénat. Une fois que cela a été dit, effectivement, l'épisode absolument consternant auquel on a assisté hier, c'est-à-dire cet assaut des militants trumpistes les plus radicaux sur la maison du peuple américain, c'est de cela qu'il s'agit, le temple de la liberté, comme dit Joe Biden. Effectivement, c'était l'épisode de trop qui pouvait totalement dédouaner les sénateurs qui étaient encore un petit peu hésitants. Et on n'a pas du tout assisté à la fronde dans l'hémicycle à laquelle on aurait pu s'attendre, fronde que Donald Trump appelait de ses voeux, fronde contre la reconnaissance de la victoire de Joe Biden en tant que président élu. Pour autant, Mathieu, on observe le gouverneur du Maryland à l'instant qui appelle qui est un gouverneur républicain du Maryland, qui appelle à la destitution de Donald Trump. On a vu également le représentant de l'Illinois, Adam Kinzinger, un républicain, lui aussi évoquer ce 25e amendement de la Constitution qui permettrait au vice-président et à une partie du gouvernement américain d'obtenir le départ du président des États-Unis, à qui il ne reste, il faut le dire, que 13 jours de mandat à l'heure où nous parlons. Et puis on vient d'apprendre la démission également de la secrétaire au transport, Hélène Chao. Ça fait quand même beaucoup. Ces élus, est-ce qu'ils sont le reflet du parti républicain ou est-ce qu'ils sont aujourd'hui en divorce total avec l'électorat, en tout cas la frange de l'électorat qui s'est exprimée hier? Alors écoutez, c'est extrêmement intéressant effectivement, puisque encore une fois, depuis que il est annoncé que les deux sénateurs qui convoitaient les postes de Géorgie sont en voie de les perdre, c'est quasiment confirmé. On voit effectivement toute la diversité républicaine se révéler. Ces 4 dernières années, sous la chape de plomb qu'a instauré Donald Trump, effectivement, les sénateurs républicains, les parlementaires républicains, les figures du parti étaient un peu réduits au silence. Vous avez évoqué le gouverneur du Maryland, c'est un excellent exemple, Larry Hogan. Larry Hogan est effectivement gouverneur du Maryland dans un État qui est à majorité démocrate, or il est républicain. Il est systématiquement réélu, il n'en est pas à son premier mandat, il a encore remporté les élections récemment, mais
tout simplement sur un programme local. Le gouverneur du Maryland n'a jamais prononcé le nom de Donald Trump au cours des 4 dernières années. Comme s'il y avait un pacte, tout simplement. Il n'était pas question pour lui de perdre l'électorat républicain qui aurait pu être fidèle à Donald Trump, mais il n'était pas question non plus de se corrompre. Il est dans ce courant John McCain, vous vous souvenez, John McCain, qui s'est toujours opposé à la politique de Donald Trump jusqu'au dernier moment et même post-mortem, puisqu'il avait insisté pour que Donald Trump ne soit pas à son enterrement. Donc il y a 3 catégories qui se distinguent désormais et qui se dévoilent alors que Donald Trump appartient quasiment au passé désormais. Tout simplement les Trumpistes radicaux, ceux que Donald Trump a fabriqués et qui resteront fidèles jusqu'au dernier moment puisqu'ils sont absolument dépendants de Donald Trump. Les républicains traditionnels silencieux, c'est le gouverneur du Maryland, et puis ces républicains qui n'ont jamais adhéré à Donald Trump et qui sont restés sur la touche, c'est le courant McCain clairement. Aujourd'hui, les lignes sont parfaitement claires alors qu'elles ne l'ont pas été clairement, tracées au cours des 4 dernières années. Paul Shore, comment vous envisagez-vous l'avenir à très brève échéance du Parti républicain, tel que vient de le décrire Mathieu Mabin et avant lui Soufiane Al-Sabag? Et puis une question sur l'avenir personnel de Donald Trump. Peut-il être destitué en vertu de cet article 25 ? Et puis au-delà de cela, peut-il être poursuivi? Il faut le rappeler, les événements d'hier ont tout de même fait 4 morts à Washington. Oui, alors qu'il soit destitué en vertu de l'article 25, je n'y crois pas beaucoup parce qu'en fait, il n'y a pas assez de temps. Mais pour ce qui est de l'avenir de Donald Trump, je pense que la raison aussi pour laquelle les gens comme Mitch McConnell l'ont lâché au Sénat, c'est parce que justement, dans 13 jours, Donald Trump ne sera plus président. Et il faut bien comprendre, même si Donald Trump est atypique, aux États-Unis, les présidents sortants ensuite disparaissent. Ils ne font plus rien, ils ne pèsent plus, ils ne représentent rien. Alors Trump, effectivement, il a un lien personnel avec une partie de l'opinion, des gens qui se pensent peut-être plus pour certains plus trumpistes que républicains, mais je ne crois pas que ce soit la majorité de l'électorat républicain. La majorité de l'électorat républicain ont voté pour Trump parce qu'il était le candidat républicain. On a vu ces gens très visibles qui ont envahi le Capitole, qui eux sont l'extrême droite américaine. Eux, ils sont sans doute plus trumpistes que républicains. Mais je pense que ce qu'on a vu aussi qui s'est passé au Sénat hier, c'est que le Parti républicain traditionnel, classique, qui effectivement avait fait ce pacte, s'était un peu mis au service de Trump, maintenant est en train de tourner la page. Donc ensuite, est-ce que Trump sera poursuivi? Ça aussi, c'est compliqué parce que il a une certaine immunité pour les actions commises pendant son mandat. Et je pense qu'une fois qu'il sera plus président, en fait, ce sera plus politiquement intéressant de le poursuivre. C'est votre avis à vous aussi, Jeffrey Hawkins. Il n'y aura pas de la part du démocrate, peut-être de l'aile gauche du Parti démocrate, celle qu'on appelle The Squad, notamment à Alexandria Ocasio-Cortez et quelques-uns de ses alliés, ou bien du camp de Bernie Sanders, la volonté de juger un jour Donald Trump? Je ne pense pas que ça vienne de la gauche, de l'aile gauche du Parti démocrate. Je pense que il y a bon nombre de démocrates, mais aussi d'Américains en général, qui considèrent que par ses agissements ici et avant, Donald Trump est absolument vulnérable à des poursuites judiciaires. Joe Biden est prêt à ces poursuites? Je pense qu'il aurait tendance à éviter. C'est quelqu'un qui se veut rassembleur, quelqu'un qui veut travailler avec les républicains. Je ne sais pas si c'est possible. On va voir. Mais ça va être très intéressant. Mais moi, je suis de l'avis quand même, et je le dis avec un peu de crainte, mais parce que Trump est tellement imprévisible qu'on ne sait jamais, mais je pense que petit à petit, il va s'affaisser. D'abord parce qu'il est en train de perdre un tout petit peu son contrôle sur le parti parlementaire, comme on a vu hier. Fait important, le secrétaire de transport qui démissionne est la femme de Mitch McConnell, donc le chef des... Qui appelle à l'instant à une investigation, une enquête approfondie sur ce qui s'est passé hier. Donc déjà, c'est un signal très fort de la part du Mitch McConnell, et donc le chef des républicains au Sénat. Et après, est-ce que les soutiens de Trump vont lui rester fidèles? Bien sûr. Est-ce que cette boule
hermétiquement close dans laquelle vivent les supporters de Trump. Est-ce que ça va continuer à exister? Bien sûr. Est-ce que ça va être vraiment un facteur extrêmement important dans la politique du Parti républicain? Oui. Mais une fois Trump écarté du pouvoir, sans la capacité de nommer des juges ou de baisser les impôts, une fois Trump un peu hors du jeu politique, et n'oublions pas que Trump demande toujours la loyauté, mais il est très déloyal vis-à-vis de ses soutiens. Donc, systématiquement, les gens les plus fidèles, notamment Mike Pence, qui a été un peu le chien de Donald Trump pendant 4 ans, là, il est en train de se faire attaquer parce qu'il n'a pas fait exactement ce que Trump voulait. Et en plus, il ne faut pas oublier que Trump n'est pas jeune. Et 4 ans, ça fait longtemps à son âge. Et se présenter, mener campagne aux États-Unis, c'est un processus d'1 an, 2 ans. Passé, oui. Oui, et c'est difficile, c'est dur. Et Trump, je suis désolé de le dire, mais il est quand même assez paresseux comme président et comme personne, je pense. Et donc, il va faire les mêmes meetings, il va tweeter. Et si Twitter lui laisse Alors c'est bien la question parce que Twitter, Facebook, YouTube ont bloqué les comptes de Donald Trump. Soufiane Al-Sabag, il perd sa tribune, Donald Trump, il risque de tomber dans l'oubli d'après vous. Est-ce que, comme vient de le dire Jeffrey Hawkins, quand on connaît la personnalité de Donald Trump, est-ce qu'il aura la ténacité pour continuer d'occuper le devant de la scène lorsqu'il n'aura plus demain les leviers du pouvoir? J'adorerais avoir une boule de cristal et répondre à votre question. C'est vraiment très très compliqué de se projeter dans l'avenir parce qu'effectivement, on sait que Donald Trump, François Durper l'a dit un peu plus tôt, c'est une énergie, c'est une voix. Il a un pouvoir de mobilisation qui est immense, qui est incontestable. Et on est vraiment en droit de se demander, sans Twitter, sans Facebook, est-ce qu'il aura le même poids politique qu'avant? Très clairement, je crois qu'on peut en douter. Ce ne sera pas du tout la même chose, Donald Trump, avec Twitter ou sans Twitter. Ce que cette interdiction, néanmoins, sur Twitter indique et questionne, c'est la légitimité. C'est assez quand même surprenant de voir le PDG d'une entreprise privée décider ainsi de priver quelqu'un de sa liberté de parole. On sait que ça a été fait en France, où des contenus ont été censurés sur Facebook, sur Twitter, mais tout cela passé par un juge. Et aux États-Unis, je pense que tout ça va faire vraiment polémique. Et ça pourrait donner de l'eau au moulin de Donald Trump en disant, regardez, ces compagnies privées qui, Facebook en plus, soutient très largement les entreprises de la tech, les démocrates, regardez comme ils me censurent, regardez comme c'est scandaleux, tout ça n'a pas été jugé en justice et après ils osent dire que Joe Biden a gagné légalement l'élection. Tout ça peut être vraiment matière à remuer les consciences, essayer d'occuper l'espace médiatique. Et je pense que Donald Trump, clairement, ne va pas disparaître. Il a d'ores et déjà annoncé qu'il sera sur le terrain en 2022 pour les midterms, et ce sera très, très important, parce qu'il y a déjà en ligne de mire beaucoup de sénateurs républicains, beaucoup de représentants qui se sont opposés à lui, plus ou moins frontalement. Et avec le poids politique, si lui, Donald Trump, dit à ses soutiens, ne soutenez pas, par exemple, Lisa Murkowski dans l'Alaska, c'est quelque chose qui va énormément compter. Et si on s'approche après des primaires de 2024, la même logique va opérer, jusqu'au moment peut-être où Donald Trump, à 78 ans, pourrait lui-même décider de revenir dans l'arène. Mais tout ça, encore une fois, est trop tôt pour le dire. Je ne crois juste pas que c'est la fin du Trumpisme, car les supporters trumpistes sont très clairement majoritaires dans ce qu'on appellera le Parti républicain entendu au sens large, c'est-à-dire les électeurs conservateurs de façon générale. Il aura 78 ans et non pas 80 ans. Merci de me corriger, effectivement, Soufiane Al-Sabag. Ça rend effectivement possible une nouvelle candidature de Donald Trump. Quel serait l'effet, Mathieu Mabin, sur le Parti démocrate? Parce que on l'imagine, une division du camp républicain avec un Donald Trump en franc-tireur qui envoie ses propres candidats ou ses propres disons, ceux qu'il soutient pour torpiller des sortants républicains. Est-ce que ça ne fait pas les affaires, ça, des démocrates? Est-ce qu'on en parle déjà du côté du Parti démocrate? Oui, effectivement. Alors, ce sujet a été un petit peu écrasé par l'actualité récente, mais on parle énormément en ce moment des divisions au sein du Parti républicain parce que l'actualité est propice à ce traitement d'actualité. Mais en réalité, si on regarde bien les 4 dernières années et même les derniers mois, on assiste plutôt à un Parti républicain qui marche d'un même pas et qui est relativement facile à fédérer dès lors qu'il a un patron.
Et dès lors que, effectivement, ce noyau central du Parti républicain qui a adhéré massivement à Donald Trump n'est pas mis sur la touche, ce qui pourrait effectivement, si on voulait faire de la prospective, mais moi non plus je n'ai pas de boule de cristal, déboucher sur la création d'une troisième tendance, un troisième parti. C'est un peu une arlésienne ici aux États-Unis. Mais si on veut parler de division, concrètement, la division est beaucoup plus profonde, beaucoup plus réelle et beaucoup plus préoccupante dans le Parti démocrate, avec ces deux courants, le courant progressiste et le courant de ce qu'on qualifiera ici des démocrates traditionnels, le courant de Alexandria Ocasio-Cortez, pour ne citer qu'elle parce que c'est la plus connue, mais qui est enfanté déjà des idées de Bernie Sanders, et puis le parti de Nancy Pelosi et de Joe Biden, qui concrètement sont deux tendances qui n'ont plus grand-chose à se dire et qui ne tarderont pas à s'affronter, et ça a déjà commencé. Ce qui a un petit peu échappé à la vigilance du public et même des éditorialistes ces dernières semaines, c'est tout simplement le fait que, malgré le fait que Bernie Sanders se soit rangé derrière Joe Biden pendant la campagne, entraînant dans son sillage ses électeurs et ses troupes et ses cadres, et ils sont nombreux, notamment à la Chambre des représentants, finalement, il n'en a tiré aucun bénéfice. Pour l'instant, aucun représentant du courant progressiste démocrate n'a été nommé à un poste vraiment essentiel dans l'administration de Biden. Et ça va pas tarder à poser un véritable problème. Il faut absolument s'attendre dès les premiers jours de l'exercice du pouvoir, si la tendance n'est pas corrigée par Joe Biden, à ce qu'on assiste à une polémique à l'intérieur du Parti démocrate. Jeffrey Hawkins, il aborde comment, d'après vous, cette transition Joe Biden? Il s'est plaint dernièrement de ne pas avoir tous les leviers pour s'informer comme il devrait l'être auprès de l'administration américaine. Est-ce que, à travers les nominations auxquelles il a déjà procédé, pas plus tard qu'hier d'ailleurs, le secrétaire à la justice, Merrick Garland, dont la candidature avait été précisément rejetée à la Cour suprême dans les derniers mois de la présidence Obama, est-ce que tout cela vous apparaît être de bons choix ou simplement le vieux Parti démocrate qui revient sur le devant de la scène? Non, je pense que Biden, franchement, pour moi, malgré les réticences de l'administration Trump de faire une transition correcte comme il le faut, je trouve que Biden et son équipe ont très bien géré la transition. Il s'est mis un peu en retrait, il n'a pas trop critiqué malgré le comportement absolument horrible du président sortant. Il a nommé des gens qui sont très expérimentés, très posés, des gens, et notamment dans le domaine des affaires étrangères, quelqu'un comme Blinken qui est très bien connu, qui est très bien aimé, c'est quelqu'un de très sympathique et donc qui pourra, dès le premier jour, commencer... Et toute l'équipe est comme ça. Janet Yellen, qui avait été chef du Fed, donc de la Banque centrale. Mais est-ce que ce sont des techniciens de la politique? Est-ce que ce sont des réformateurs? Est-ce qu'ils vont faire ce qu'attend aussi une partie du peuple américain? Si la question, est-ce que cette équipe va plaire à l'aile gauche du parti? Peut-être pas. Et à cette aile droite qu'on a vu hier investir le Capitole, alors pas évidemment ceux-là même, mais une partie des électeurs républicains qui ont voté Trump, non pas par adhésion envers la politique, les idées libérales au sens économique du terme, comme on l'entend ici en France, c'est-à-dire en faveur de la mondialisation, mais justement ceux qui ont peur de la concurrence chinoise, de la fuite des emplois. Est-ce que à cela, le Parti démocrate, tel que le présente Joe Biden, peut parler aujourd'hui? Je pense que Biden va certainement traiter ces sujets, notamment vis-à-vis de la Chine, et il va prendre une position nuancé, peut-être plus équilibré que Trump, mais lui aussi, il va faire opposition à la Chine, notamment dans le domaine du commerce, mais aussi dans les droits de l'homme, etc. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de diversité idéologique au sein du Parti démocrate qu'au sein du Parti républicain. Et ça pourrait éclater, mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer combien les démocrates ont été traumatisés par les quatre années du mandat Trump. Et peut-être aussi par leur faible avance au soir du 3 novembre. Ça aussi. Et je pense que les gens comme Bernie Sanders ont bien appris la leçon de 2016. Ils vont certainement essayer de pousser un peu Biden à gauche, mais je pense qu'au moins dans un premier temps, il a une bonne équipe. Il a travaillé étroitement avec l'aile gauche et notamment Bernie Sanders, et l'équipe de Bernie Sanders a été très impliquée dans l'élaboration du plateforme du parti, etc.
Donc, je pense que dans un premier temps, ça craint pas trop. Parce que on sait toujours qu'il y a le loup Trump qui rôde autour et il ne faut pas oublier. Et même si moi, je pense que finalement, Trump va passer de la scène politique, et j'espère que ce sera bientôt, le Trumpisme, ça va toujours exister. Et si Donald Trump avait au moins cet avantage, c'est celui de rendre les démocrates meilleurs. C'est peut-être la question qu'on va poser à l'issue de ce débat. Merci beaucoup en tout cas, Jeffrey Hawkins, d'avoir été avec nous. Merci également à Soufiane Al-Sabag qui était en direct depuis New York, Mathieu Mabin, notre correspondant à Washington, et Paul Shore avec nous depuis la Normandie. Restez avec nous dans 8 minutes maintenant, un nouveau journal sur France 24.